qui laisse encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. John McCrae, effectivement, c'était cet officier qui était ici sur la zone d'Ypres. McCrae aurait écrit ce poème-là, puis ce poème-là est devenu le symbole et bien entendu lié au coquelicot. C'est le plus grand cimetière Commonwealth du monde. Enterré ici 12 000 soldats britanniques, australiens, néo-zélandais, sud-africains et canadiens. C'est vraiment poignant et impressionnant de voir toutes ces croix à perte de vue. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. Jusqu'en 1914, les soldats n'avaient pas le droit à une tombe. Le soldat était déposé dans une fosse commune et son nom n'était pas conservé. La Belgique compte un grand nombre de cimetières et on remarque que ces derniers sont très présents dans le paysage. Autour d'Ypres, du nord au sud, il y a approximativement 170 cimetières du Commonwealth, le plus grand étant celui de Tynecote. À Maple Copse, il y a 300 tombes et la plupart des tombes sont des soldats canadiens. Du printemps à l'été 1918, en raison de la progression allemande, les postes d'évacuation sanitaire ont dû reculer. De 1915 à 1920, le plus grand hôpital d'évacuation du saillant d'Ypres était installé au hameau de Lissentouk. Nous sommes ici sur une très grande cimetière Commonwealth, à côté d'un très grand complexe d'hôpitaux de cette époque, 1915 jusqu'en 1918. Des complexes hôpitaux britanniques, canadiens et australiens. Et beaucoup de soldats blessés qui arrivent ici sont morts parce qu'ils sont très gravement blessés. Ils sont enterrés ici pendant la guerre. La ferme est juste à côté ici. Les Britanniques et après les Canadiens et les Australiens ont demandé à ce fermier s'il veut enterrer ici des soldats qui sont morts ou qui sont morts dans cet hôpital. Et ça devient d'un petit cimetière jusqu'au que vous voyez maintenant. À côté du cimetière, il y a un centre pour les visiteurs où l'on peut voir sur les murs des centaines de portraits pour mettre un visage sur ces tombes. Cet environ ici a le nom Lissentouk. Et le fermier, son prénom était Rémy. Alors les Britanniques ont demandé le nom de ce fermier, Rémy Siding. C'est comme un petit gare, avec une petite gare là-bas et à côté de cette chemin de fer. Et on dit Rémy Siding ou Lissentouk Cemetery. Mais officiellement, pour le Commonwealth, c'est Lissentouk Military Cemetery. Le cimetière Maple Copse est situé à 5 km de la ville d'Ypres. En juin 1916, durant la bataille du Mont Sorel, les tombes sont détruites en grande partie. Le cimetière contient maintenant plus de 300 sépultures et commémorations de la Première Guerre mondiale. Nous sommes ici sur un cimetière avec le nom Maple Copse Cemetery. La plupart des tombes sont des tombes canadiennes qui ont tué dans la période du 13 juin 1916. Et le cimetière est presque complètement détruit pendant les années 17 ou 18. Alors, toutes les tombes ici ne sont pas exactement des tombes, mais ce sont plutôt des mémorials, parce que les corps sont sur le cimetière. Plusieurs d'eux, on ne sait pas où ils sont maintenant. Oui. Au total, il y a 308 soldats. De ces 308, ils sont 154 Canadiens, mais seulement 12 sont non identifiés.
Lors de la Première Guerre mondiale, environ 4000 autochtones se sont enrôlés volontairement dans les forces canadiennes. Par ailleurs, l'autochtone Alex Decoteau est enterré dans le cimetière britannique de Passandale. Le nouveau cimetière britannique de Passandale a été aménagé après l'armistice. La plupart des tombes datent de l'automne 1917. On y compte un total de 2100 sépultures et monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale. 1600 sépultures ne sont toujours pas identifiées. Nous sommes ici au Passchendaele New British Cemetery avec la tombe d'Alex Decoteau, un autochtone né à Saskatchewan, Canada, et qui est tué en octobre 1917 pendant la troisième bataille d'Ypres. Et chaque année, il y a une course à sa mémoire, la course Decoteau. Alex Decoteau est une personne très intéressante ici dans la région. C'est l'histoire d'une Première Nation du Canada. Decoteau est l'un des premiers de devenir un policier dans la ville d'Edmonton. Et c'était un coureur à pied. Il était très bien dans la distance de 5000 mètres et de 10 000 mètres. Dans l'année 1912, il a participé aux Jeux olympiques à la Suède, en Stockholm, et il est arrivé dans la finale où il est devenu le 8e. Quelques années plus tard, il rejoint le corps canadien. Il vient ici dans la guerre. Et il est tombé dans la bataille de Passandale. Il est enterré dans un cimetière très près de la ville de Passandale. Pendant les combats, les soldats devaient quitter les champs de bataille afin de soigner leurs blessures. Il était alors essentiel d'avoir des stations de premiers soins. Fondé en 1904, le corps médical de l'armée canadienne connaît une expansion considérable de 1914 à 1918. En raison du grand nombre de blessés dans les troupes canadiennes en France et en Belgique, plus de la moitié des médecins canadiens sont envoyés pour les soigner. Nous sommes ici sur le site de John McCrae. John McCrae, un officier médical canadien, servi dans la première division canadienne. Il arrive ici le 17 avril, c'est 5 jours avant la première attaque de l'armée allemande, attaque de gaz de chloride. John McCrae, effectivement, c'était cet officier qui était ici sur la zone d'Ypres, dans ce qu'on appelle dans le First Aid Station, donc dans une station de première aide au niveau des blessés. Au départ, les constructions de ces stations de premiers soins se composaient de sacs de sable. C'est à partir de 1917 qu'on introduit le béton. Dans cette époque, en 1915, ce n'est pas construit avec du béton, ce sont avec des sacs de sable et tout ce qu'on peut ici dans l'environ. Et c'est après 1916, début 1917, c'est en béton. Parce qu'il expecte beaucoup de blessés au début de la troisième bataille d'Ypres, la bataille de Passchendaele. Après la guerre, les habitants reviennent de la France ou de l'Angleterre, il n'y a rien ici, tout est détruit. Alors, il servit ça pour des habitations temporaires, jusqu'au moment où leurs maisons, les petites fermes sont reconstruites. Dans cette première division canadienne, il y a aussi des batteries de l'artillerie de campagne. Et c'est Alexis Helmer, un lieutenant, qui servit ici dans cette batterie. Et le 2 mai 1915, cette batterie était touchée par des obus allemands.
Et l'aumônier de cette division, ou de cette division, écrit dans son livre, Alexis Helmer. Quand le docteur John McCrae a écrit son poème, le cause pour l'écrire, c'est très probablement la mort de son ami Alexis Helmer, un jeune officier qui était tombé probablement quelques heures avant. Et McCrae était très dépressif de ça et il a écrit dans le champ de bataille la première ligne du poème In Flanders Fields. Et Alexis Helmer est ici sur la porte de Ménin, le monument où nous sommes ici. Il aurait été écrit dans le contexte de la mort d'un de ses amis pendant la deuxième bataille d'Ypres, Alex Helmer. Et donc, McCrae aurait écrit ce poème-là pour aider à surmonter la perte personnelle. Puis ce poème-là est devenu le symbole ultime du sacrifice et bien entendu lié au coquelicot et à la Première Guerre mondiale. Donc c'est une personne importante et McCrae, malheureusement, il est décédé d'une pneumonie dans les derniers mois de la guerre. Le cimetière britannique de Passendale, de Lissentook, de Maple Copse et de John McCrae ont comme principale fonction de commémorer et de reconnaître les sacrifices des victimes et des soldats connus ou inconnus. Le mémorial canadien à Saint-Julien, aussi connu sous le nom de Brooding Soldier, fut dévoilé en juillet 1923. Il mesure environ 11 mètres et représente un soldat en méditation. L'inscription qui figure sur le monument rappelle la participation canadienne à la deuxième bataille d'Ypres. Après la guerre, dans les années 20, ils voulaient un monument national pour l'armée canadienne ou pour le corps canadien. Il y a une compétition organisée par le Canadian Battlefield Monument Organization pour une sculpture nationale. Et c'est le sculpteur Frédéric Chapman Clemencha qui a gagné la première place avec le monument qui est maintenant à Vimerich. Et ça, c'est la deuxième place ici de la même sculpteur, le Brooding Soldier. Et c'est une place symbolique ici pour les Canadiens. Le cimetière militaire britannique de Tynecote, situé près de Passendale, est le plus grand cimetière militaire du Commonwealth au monde. Il abrite près de 12 000 sépultures de soldats de la Première Guerre mondiale. Plus de 8 000 demeurent non identifiées. Nous sommes ici sur Tynecote Cemetery. C'est le plus grand cimetière Commonwealth du monde. Enterré ici 12 000 soldats britanniques, australiens, néo-zélandais, sud-africains et canadiens. Et les premières tombes sont derrière moi, enterrées depuis octobre 1917. Et la plupart des autres tombes sont des corps et des restes trouvés après la guerre à partir de 1919. Il y a aussi la croix de sacrifice qui est construite sur l'abri bunker, le plus grand abri bunker ici, qui est ici dans le cimetière. C'est un des plus grands cimetières et comme je le disais, c'est vraiment poignant et impressionnant de voir toutes ces croix à perte de vue. Et voilà, je crois que c'est un moment fort pour chacun et chacune de se recueillir un instant et de voir sous la forme de ces croix combien d'hommes et de femmes aussi ont péri durant cette guerre. Ça donne toute la mesure de l'énormité de ce carnage qui a eu lieu en 14-18. L'entretien de ces cimetières implique de nombreux employés de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth.
Le personnel est sensible et conscient et veille à maintenir les lieux en parfait état. Chacun, à sa manière, cherche à montrer son respect envers les familles et les défunts. Nous avons ici un cycle de 12 mois au niveau de l'horticulture, 12 mois bien sûr qui englobe les quatre saisons. Durant l'hiver, nous travaillons l'espace alloué aux plantes ainsi que la structure des bordures autour des pierres tombales. Pour ce qui est du printemps, nous cultivons le sol et nous réparons toutes les lettres sur les pierres tombales, les lettres bien sûr qui disparaissent au fil du temps. Nous assurons aussi l'entretien de la pelouse et à ajuster les bordures de façon à ce que celles-ci soient bien droites. En été, nous faisons beaucoup d'entretien, surtout en raison du grand nombre de visiteurs que nous avons pendant cette période de l'année. Il y a aussi des endroits très spécifiques auxquels nous nous attachons. Bien sûr, et ceci est dû à l'usure, des endroits qui sont plus usés, comme par exemple autour de la croix du sacrifice et de la pierre du souvenir. Par la suite, à l'automne, c'est une période qui est consacrée aux souvenirs. Nous devons enlever toutes les fleurs mortes et sécher, et ainsi prendre soin du paysagement, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Nous avons un département d'horticulture, mais aussi un département qui s'occupe spécifiquement des pierres tombales, des structures de pavés, du pavé uni, etc. Au niveau de la gestion, il coordonne le tout au niveau logistique également, afin que tout se passe bien dans les cimetières de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est le contact avec les gens. Et ces gens, ils viennent du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et pour ces personnes, c'est parfois la première fois qu'ils viennent visiter une pierre tombale en particulier. C'est toujours très, très émotif d'entendre ces histoires personnelles à propos de ces fameuses pierres tombales, bien sûr, dont nous prenons soin à longueur d'année. Ça nous ramène des deux pieds sur terre d'entendre ces histoires qui touchent les gens. Il y a certaines familles qui ont eu l'occasion, par exemple, d'avoir des photos de leur tombe par la Commonwealth War Grave Commission après la guerre. Il y a d'autres familles qui se sont rendues sur les lieux voir les tombes des soldats. Puis à partir de 1927 aussi, il y avait le mémorial de la Porte de Ménin qui contient les noms de plus de 55 000 soldats du Commonwealth, incluant près de 7 000 Canadiens qui sont morts en Belgique et qui n'ont pas de sépulture connue. Donc, pour les familles dont les corps des soldats n'ont jamais été retrouvés, il y a ce monument-là qui permet aussi de rappeler le sacrifice de leurs proches, de leurs êtres chers. Quand les visiteurs arrivent de toutes les régions du monde, ils partagent leurs histoires, souvent émouvantes, avec les employés. Chaque cimetière dont nous faisons l'entretien compte plusieurs centaines d'histoires personnelles. Chaque soldat a sa propre histoire, sa propre vie de famille qu'il a dû laisser afin de partir à la guerre. Par exemple, ici, à Tynecott, au mémorial, il y a 3 frères qui sont morts pendant la guerre. Je pense en moins de 2 semaines d'intervalle. Donc si vous pouvez vous imaginer que leur mère a dû recevoir la nouvelle par la poste, ou même qu'une personne du registre de circonstances de décès est venue chez elle afin de lui apprendre que 3 de ses fils sont morts pendant la guerre. Cela doit être très, très terrible de passer à travers cela. Un jour, une femme est venue visiter la pierre tombale de son premier mari qui est décédé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle m'a dit à ce moment-là que son deuxième mari est également mort lors d'une visite au cimetière. Les deux sont morts à 50 ans d'écart dans la même ville. Ce sont des histoires comme ça, des histoires poignantes comme ça que l'on entend de la part des gens régulièrement. L'an dernier, en 2017, c'était le 100e anniversaire de la commémoration de la bataille de Passchendaele, ici au cimetière de Tynecott. Et afin de bien nous préparer à cet événement, nous avons décidé, il y a 5 ans, de tout recommencer à zéro, que ce soit les fleurs ou que ce soit le paysagement, afin que, justement, tout soit parfait pour les célébrations. Nous avons donc replanté pour 9,5 km de bordure, ici au cimetière de Tynecott, en utilisant 27 000 plantes envahissantes ainsi que 4 000 roses, afin, bien sûr, que tout soit parfait pour les quelques 1000 visiteurs qui vont venir célébrer ce 100e anniversaire de la commémoration de la bataille de Passchendaele. Pour marquer l'anniversaire de l'armistice de 1918,
de nombreuses célébrations ont lieu au courant de l'année à travers le monde. Génération après génération, des familles restent encore affectées par ces événements. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à participer à ces cérémonies de commémoration. Et des fois, il y en a des très grosses, très formelles. Bon, ils sont un petit peu formels, protocolaires, des fois ici. Très souvent à ces occasions-là, quelqu'un vient me voir et me dit « Vous savez, monsieur l'ambassadeur, dans mon petit village, moi, il y a un pilote canadien qui a été enterré, par exemple. Puis, il se trouve que bientôt, il y a un membre de sa famille qui va venir. On aimerait faire un petit événement. Est-ce que vous pourriez vous joindre à nous? » Et moi, je dis toujours oui, évidemment, quand je le peux. Je dis toujours oui. Et le samedi ou le dimanche, je prends ma voiture et je m'en vais quelque part en Belgique, dans un coin un petit peu plus isolé. Je participe à ces événements-là. Les gens sur place sont très surpris de me voir arriver, de voir un ambassadeur qui se déplace par lui-même pour participer à un événement finalement qui est assez modeste. Mais pour moi, c'est tellement touchant. C'est tellement un geste de reconnaissance de la part de la population belge. Et je veux leur dire personnellement aussi combien je suis moi ému de voir qu'est-ce qu'ils font encore envers ce devoir de mémoire. 100 ans plus tard, le défi est de continuer de partager toutes ces histoires. Il est primordial de ne jamais oublier toutes ces pertes humaines dans le dessein de montrer que tous ces combats ne furent pas en vain. La préparation du centenaire de la Première Guerre mondiale est un événement très important parmi tous les événements qui se sont déroulés ces dernières années. Bien sûr, nous avons eu la bataille de Passchendaele, une grande commémoration qui a eu lieu le 31 juillet 2017, ici au cimetière de Tynecott, afin de célébrer le 100e anniversaire de cette bataille. Nous avons également eu l'anniversaire de la fin de la bataille de Messine, par exemple, un peu plus loin d'ici. Le nombre d'événements est énorme. C'est donc un très grand éventail d'événements que diverses organisations locales et internationales organisent ces dernières années ici dans la région. Maintenant, il y a beaucoup sur le Première Guerre mondiale parce que c'était 100 années passées. Il y a beaucoup de cérémonies à Ypres et je pense que dans le futur aussi, la Seconde Guerre, quand ça sera 100 années passées, il y a aussi beaucoup de cérémonies. La tradition de la tombe du soldat inconnu, qu'on retrouve dans de nombreux pays, date de la Première Guerre mondiale. Cette tombe contient les restes d'un soldat tué au combat et dont le nom et parfois même la nationalité ne sont pas connus. Il représente ainsi tous les morts du conflit. Il y a beaucoup de souvenirs qui viennent quand je pense à la Belgique. Du bon manger, des bons amis, mais aussi beaucoup de cérémonies sur le cimetière. Depuis que je suis toute jeune, j'ai déjà été à le cimetière avec mon papa. Chaque année, on retourne spécifiquement pour la cimetière à la cimetière d'Adigem pour la cérémonie là. C'est toujours le deuxième dimanche de septembre et c'est une cérémonie très émouvante. En fait, je dois vous dire qu'à la fin de la cérémonie, il y a un avion qui passe. Et cet avion jette des milliers de coquelicots, comme vous portez là en novembre, sur le terrain de la cimetière. Et c'est incroyable quand on voit les petits coquelicots qui descendent et qui tombent sur les pierres blanches. Je crois que la grande leçon du XXe siècle avec ces deux guerres est le danger que comporte ce nationalisme poussé, ce manque de collaboration entre États. Le XXe siècle a été le théâtre de grandes tragédies, mais il a été aussi le théâtre d'une grande success story qui est la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale. Cette coopération entre États européens, entre ennemis d'antan, qui se sont tendus la main pour construire une nouvelle Europe et construire un cadre dans lequel
le dialogue peut avoir lieu et dans lequel on peut aspirer ensemble à une Europe pacifique et prospère. Et je crois que c'est ça la grande leçon du XXe siècle et des guerres et des victimes qu'il y a eu, qu'il faut à tout prix collaborer entre États, entre nations. Je crois que c'est essentiel. Le souhait de nos intervenants canadiens ou belges, qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, est de rassembler les populations autour de la mémoire afin de rappeler ce que nos ancêtres ont vécu au prix de la paix et de la liberté. Les commémorations aspirent à un but pédagogique et éducatif auprès des futures générations afin que jamais les erreurs du passé ne soient répétées.